Dans cette capsule, nous allons faire le bilan du chapitre autour des acides et des bases. On peut tout d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'une solution acide, basique et neutre? On a dans l'idée que certains aliments sont acides, comme le citron, le Coca-Cola ou encore la tomate. On pense également que l'eau est neutre. Il existe également des aliments basiques, mais cela est moins facile à déceler au niveau du goût. On a par exemple les œufs. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le caractère acide ou basique d'un aliment ou d'une solution? Le caractère acide est dû à la présence d'ions hydrogène H+, alors que le caractère basique est dû à la présence des ions hydroxyde H-. Mais alors, qu'est-ce qu'une solution neutre? C'est une solution qui contient autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde H-. En effet, dans toutes les solutions aqueuses, solutions qui contiennent essentiellement de l'eau, il y a ces deux types d'ions. Mais lorsque la solution contient plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde, elle est acide. Si elle contient autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde, elle est neutre. Et si elle contient plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène, elle est basique. Alors comment savoir si une solution est acide, basique ou neutre? Il faut pour cela mesurer le pH. Il existe deux méthodes. On peut utiliser soit du papier pH, soit un pH-mètre. Le pH permet de mesurer le taux d'ions hydrogène. C'est pour cela que cette grandeur s'appelle pH, ce qui signifie potentiel hydrogène. Voici le protocole de la mesure faite avec le papier pH. Il faut mettre des lunettes et des gants si cela est nécessaire, déposer un bout de papier pH sur une coupelle, plonger une baguette en verre dans la solution à tester, puis déposer une goutte sur le papier pH et comparer la couleur du papier avec l'échelle de teinte. Nous effectuons maintenant la mesure du pH du blanc d'œuf. On s'aperçoit que le papier pH devient vert, ce qui correspond à un pH égal à 9. Pour le jus d'orange, le papier pH devient orange foncé, ce qui correspond à un pH égal à 4. Et nous allons maintenant mesurer le pH de l'eau. Le papier pH devient jaune-vert, ce qui correspond à un pH égal à 7. Au niveau des valeurs de pH, elles sont comprises entre 0 et 14 et on distingue trois domaines. Lorsque le pH est inférieur à 7, la solution est acide. Lorsque le pH est égal à 7, la solution est neutre. Et lorsqu'il est supérieur à 7, elle est basique. On a donc bien le jus d'orange qui est acide car il a un pH de 4, l'eau qui est neutre car elle a un pH de 7 et le blanc d'œuf qui est basique car il a un pH de 9. Il faut savoir que plus le pH est faible, plus la solution est acide. Et inversement, plus le pH est élevé, plus la solution est basique. Alors est-ce que les solutions qui sont très acides et très basiques peuvent présenter un danger? Dans le quotidien, nous utilisons des produits ménagers comme le déboucheur Destop qui a un pH égal à 14, un produit à base d'eau de javel qui a un pH égal à 12 et de l'acide chlorhydrique qui a un pH égal à 1. Sur ces trois bouteilles, nous trouvons le même pictogramme, dans la version récente et dans la version ancienne, qui signifie que ces produits sont corrosifs. Cela indique qu'ils peuvent brûler. Il faut donc obligatoirement porter des gants et des lunettes. Ces produits, on a parfois envie de les diluer pour les rendre moins dangereux. Mais comment évolue le pH de ces solutions lors de leur dilution? On va prendre ici l'exemple de l'acide chlorhydrique concentré que nous avons dilué. Mais attention, pour diluer un acide concentré, on préférera toujours introduire l'acide dans l'eau et non l'inverse. Cela évitera, en cas de projection, de recevoir de l'acide sur les doigts. Un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, on met le A de l'acide dans le O pour indiquer qu'on met toujours l'acide dans l'eau et non l'inverse. Lorsqu'on mesure le pH de la solution avant et après dilution, on voit qu'il passe d'une valeur égale à 1
a une valeur égale à 2. Le pH lors de la dilution a donc augmenté. L'acide chlorhydrique est constitué d'ions hydrogène et de molécules d'eau. Lorsqu'on dilue l'acide, on ajoute des molécules d'eau. Donc la concentration en ions hydrogène diminue. De ce fait, le pH de la solution évolue vers le pH de l'eau, qui est de 7. Si on dilue une solution basique, de la même façon, son pH va évoluer vers la valeur 7. Que se passe-t-il maintenant si on mélange une solution acide avec une solution basique? Faisons l'expérience. Nous allons ici mélanger de l'acide chlorhydrique de pH égal à 1 à une solution basique de pH égal à 14. Les solutions sont au départ à la même température. On constate lors du mélange que la température augmente. Il s'est donc produit une transformation chimique qui est exothermique. Elle dégage de la chaleur. On remarque que le pH de la solution a augmenté. Mais comment modéliser cette transformation chimique? On peut écrire l'équation de réaction suivante. Les ions hydrogène et les ions hydroxyde sont les réactifs. Ils réagissent ensemble pour former des molécules d'eau. On va vérifier que cette équation chimique est bien équilibrée. Dans les réactifs, nous avons 2 éléments hydrogène que nous retrouvons dans les produits dans la molécule d'eau. Dans les réactifs, nous avons un élément oxygène que l'on retrouve également dans la molécule d'eau. Cette équation chimique est donc bien équilibrée. Lorsqu'on ajoute donc une solution basique à une solution acide, les ions hydrogène réagissent avec les ions hydroxyde pour former de l'eau et le pH augmente en fonction de l'ajout de la solution basique. Les solutions acides réagissent également avec les métaux. C'est pour cela que les boissons comme le Coca-Cola sont stockées dans des canettes en métal protégées par un vernis protecteur afin d'éviter tout contact entre l'acide et le métal. En effet, lorsqu'on introduit du fer dans de l'acide chlorhydrique, on observe un dégagement gazeux. Ce gaz peut être identifié grâce au test à la flamme. Il s'agit donc du dihydrogène. Maintenant, si on récupère la solution obtenue et qu'on effectue des tests de reconnaissance d'ions, on obtient avec l'hydroxyde de sodium la formation d'un précipité vert. Il y a donc la formation d'ion Fe2+. Nous allons donc modéliser cette transformation chimique à l'aide d'une équation de réaction. Le fer réagit avec les ions hydrogène, ce sont les réactifs, pour former du dihydrogène et des ions Fe2+. On n'oublie pas d'équilibrer l'équation afin qu'il y ait autant d'éléments dans les réactifs que dans les produits. Il y a un atome de fer dans les réactifs et un ion ferreux dans les produits. Donc le fer est équilibré. Il y a maintenant un ion hydrogène dans les réactifs et 2 atomes d'hydrogène dans les produits. On ajoute donc un 2 devant les ions hydrogène pour équilibrer l'équation. On en conclut que les ions hydrogène réagissent avec le fer pour former du dihydrogène et des ions ferreux. Cette transformation chimique se produit avec d'autres métaux comme par exemple le zinc et l'aluminium. Nous venons de voir dans ce cours des exemples de transformation chimique, mais attention, il faut être capable de distinguer ce qui est simplement un mélange d'une transformation chimique. Nous avons vu le cas du mélange avec la dilution de l'acide. Les molécules sont toujours les mêmes, elles ne font que se mélanger. Par contre, lorsqu'on ajoute du fer dans de l'acide, on observe la formation de nouvelles espèces chimiques. Donc des espèces chimiques disparaissent pour en former de nouvelles. C'est la définition de la transformation chimique. Il y a également une différence entre transformation chimique et transformation physique. Par exemple, la vaporisation de l'eau est une transformation physique. Les molécules sont les mêmes, mais leur disposition change. À l'état liquide, elles sont en contact, alors qu'à l'état gazeux, les molécules sont dispersées et bougent dans tous les sens.
Dans la transformation chimique, les effets chimiques avant et après la transformation ne sont pas les mêmes. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et je vous dis à bientôt.